Dans l'actualité des idées aujourd'hui, Europe, un continent bouleversé. Et maintenant, France Culture et Arte lancent la deuxième édition du Festival international des idées avec un grand questionnaire en ligne dès maintenant que je vous invite à consulter. Crise écologique, géopolitique, sanitaire, mais aussi démocratique. Alors que l'incertitude domine, comment relever le défi de l'avenir, comment se projeter, comment se rassembler, quels imaginaires communs, quelle exception culturelle européenne. Aujourd'hui, nous interrogeons l'avenir de l'Europe avec nos deux invités. Anne Tallino, secrétaire générale de l'Office franco-allemand pour la jeunesse, et Pierre-Olivier François, l'un des 6 réalisateurs de la série documentaire Europe, un continent bouleversé, à voir dès ce soir et demain sur Arte, ou plus tard, quand vous le souhaitez, sur arte.tv. Une série en 6 volets, conçue par Andreas Pichler et réalisée par une équipe transnationale de réalisateurs, de cinéastes sur l'Europe et sur les défis auxquels sont confrontés ses habitants. Bonjour Anne Tallino. Bonjour. Bonjour et bonjour à Pierre-Olivier François. Bonjour. Bonjour à vous. Arte fête ses 30 ans, tiens justement. Existe-t-il pour vous une exception culturelle européenne dont la chaîne franco-allemande à l'origine serait le reflet? Est-ce qu'on peut le dire comme ça d'ailleurs pour vous, Pierre-Olivier François? C'est sûr qu'en 30 ans, je trouve que Arte a réussi à imposer une autre manière de faire la télévision, dont on aura du mal à se passer si jamais, je ne le souhaite pas, mais en tout cas qui permet forcément de dépasser des frontières, de regarder avec les yeux de quelqu'un qui habite de l'autre côté, de vous regarder collectivement. Et d'ailleurs, c'était une des idées qu'il y avait derrière cette série de faire, et quand on l'a développée il y a déjà 3 ans, depuis 3 ans. C'est une chaîne franco-allemande à l'origine qui est en train de s'européaniser, donc de s'ouvrir aussi aux autres cultures, autres identités européennes. Quelle place pour l'imaginaire quelle place pour l'image plutôt, dans ces imaginaires communs, Anne Tallino, c'est intéressant. Vous qui avez beaucoup travaillé sur la culture européenne, sur cette idée de culture commune qui reste encore assez abstraite pour certains. Il y a une place, vous ne trouvez pas, pour les images qu'Arte a peut-être relayé à sa manière? Oui, bien sûr. Arte a permis qu'on découvre des images d'autres cinémas européens. Arte, si je me souviens bien, ça a été le premier grand succès de Borgen, série européenne qui a donné d'ailleurs le début de lancement des engouements pour les séries. Mais au-delà de ça, la question de l'imaginaire européen, c'est une question qu'on aime bien se poser, on aimerait bien y tendre, mais je crois que on s'en rend compte aussi quand on sort d'Europe. On se rend compte de la force de nos références communes, de notre culture commune. Et cet imaginaire, ces images, ça se nourrit d'expériences vécues. Nous avions récemment un groupe de jeunes Français et Allemands au Festival de Cannes qui ont découvert ensemble les films de la Semaine de la critique. Ils ont découvert donc des images qui n'étaient pas seulement européennes, mais on voit bien dans leur manière d'appréhender, d'analyser ces images que leur prisme était européen. Ouais, cette idée du partage d'expérience et du vécu qui est au cœur de cette série documentaire que vous êtes venu porter aujourd'hui à notre micro, Pierre-Olivier François. Europe, un continent bouleversé, pas d'experts. L'idée, c'était vraiment de donner la parole ou de redonner la parole aux citoyens, à ceux qui font, qui agissent aussi. Oui, l'idée, c'était donc de traiter 6 grands thèmes qui nous touchent tous, de l'énergie au transport, de l'agriculture aux migrations, mais de les regarder à travers ceux qui vivent l'Europe. Et forcément, je prends l'exemple des migrations, quand vous êtes polonais et que vous avez travaillé avec, comme déjà auparavant, avec beaucoup d'immigrés ukrainiens, et que tout d'un coup arrive la guerre en Ukraine, c'est pas la même chose que quand vous êtes, je ne sais pas, agriculteur en Espagne, et que les étrangers que vous côtoyez, c'est ceux qui ont traversé la Méditerranée, pour ceux qui ont réussi, et qui travaillent dans les serres. Donc, rien qu'en regardant les différents endroits, car l'Europe est grande, elle est nombreuse, on voit énormément de choses. C'était un projet qui était assez important. On a casté 200 personnes. Et finalement, il y a 75 personnes qui sont dans les 6 films. On a été dans 22 pays. Il y a 15 langues. Vous voyez que l'Europe est vaste. Ça dit quelque chose aussi de l'Europe d'aujourd'hui, qui passe, on l'évoquait, par les images, mais aussi beaucoup par les témoignages, par le vécu, par cette multiplicité des points de vue, et par ces langues. Il y a autant de défis communs que de pluralité de regards à traduire. Elle vous semble encore parfois compliquée, Anne Tallino, cette dialectique entre les institutions européennes, cette technocratie, comme on dit parfois, européenne, et le peuple, les citoyens? Alors, nous, elle ne nous semble pas compliquée au sens où nous avons été créés pour
le Mais pour peuple, réduire les l'écart. citoyens et Ouais. les jeunes. Nous avons été créés il y a presque 60 ans maintenant, donc on est 2 fois plus vieux qu'Arte. Enfin, on fêtera notre 60e anniversaire l'année prochaine par le traité de l'Élysée, donc qui scellait la coopération, l'amitié franco-allemande emmenée par le chancelier Adenauer et De Gaulle. Et l'objectif de la création de l'OFAGE, c'était vraiment de rapprocher les deux sociétés en passant par la jeunesse, pour que les jeunes, entre eux, puissent d'abord franchir la frontière, se rencontrer, nouer des amitiés, déconstruire les clichés que l'on peut avoir l'un sur l'autre et avoir de l'expérience vécue. Et ces liens-là, c'est vraiment des liens de la société civile entre elles. Et depuis ces presque 60 ans, il y a plus de 9 millions de jeunes qui ont été soutenus par les programmes de l'OFAGE. Et au fil du temps, ça s'est un peu élargi puisque ce n'est pas seulement des jeunes Français, des jeunes Allemands, mais aussi des jeunes d'autres pays européens ou du Maghreb. En tout cas, en ce sens-là, le dialogue directement de jeunes à jeunes, de citoyen à citoyen, plus que jamais, il est complètement indispensable. Il est le parrain ou a été le parrain de l'événement La Nuit de l'Europe qui se tenait à Strasbourg il y a une dizaine de jours. L'écrivain strasbourgeois et prix Renaudot Olivier Guèze a coordonné l'écriture du Grand Tour avec des écrivains des 27 dans ce livre, mais aussi partout ailleurs. Il continue, lui, à plaider pour une Europe du quotidien, cette idée d'une construction d'une identité européenne en redonnant la parole aux citoyens. Je pense que ça fait un certain nombre d'années qu'on comprend que l'Europe ne pourra littéralement survivre que si on forme un véritable bloc continental à tous les niveaux. Et il ne peut pas y avoir de bloc continental s'il n'y a pas le partage d'une culture commune. Cette culture commune, elle existe, mais jusqu'à présent, on n'a pas voulu s'en servir. C'est-à-dire qu'on a créé une machine parfois très, très intéressante et très, très fonctionnelle, mais qui n'a pas de chair, qui n'a pas d'incarnation et qui ne permet pas de relier les peuples entre eux. Donc, il y avait un sentiment d'urgence et aujourd'hui, il y a un sentiment de menace par rapport à ça. Et cette guerre atroce en Ukraine nous le fait sentir. Je pense que pour la première fois, tous les Européens ont la sensation d'appartenir à une communauté de destin. Vous l'avez ressenti sur le terrain, Pierre-Olivier François, dans la réalisation de ces documentaires, cette réalité de terrain-là, cette conviction, elle commence à prendre corps, à trouver chair en ce moment? Ah bah, tout à fait. Enfin, moi, je me suis plus occupé du film sur l'énergie. Et je dois dire que quand on tournait au Danemark et qu'on regardait, qui est un des pays les plus avancés dans la transition écologique, ce sujet sur lequel la France est un peu à la traîne, c'était vrai, on sentait vraiment que, bien sûr, ils étaient en train d'abandonner le gaz et le pétrole qui avaient fait une partie de leur richesse auparavant et de le transformer en énergie renouvelable, mais ils le faisaient aussi parce que c'était pour montrer aux autres Européens que c'est possible et que c'est pas un sacrifice, que c'est pas qui sont pas des Khmers verts, mais qui font ça parce que ça fonctionne, ça fait sens, c'est plus naturel. Donc, je crois que dans tous les films, toutes les thématiques qu'on a traitées, on a ressenti ce sujet que pour les gens qui avancent, qui construisent l'Europe de demain, qui n'est pas toujours simple, il y a ce côté qu'on peut servir de modèle à la fois pour ses propres concitoyens, pour ses voisins et aussi au-delà des frontières européennes, parce que ce que fait l'Europe est souvent repris par d'autres, que ce soit les États-Unis, la Chine ou ailleurs. La guerre en Ukraine qui est évoquée dans cet extrait du témoignage d'Olivier Guèze, est-ce qu'elle est en train de jouer les révélateurs ou les catalyseurs de ce sentiment européen pour vous, Anne Tallino? C'est intéressant parce que dans ce questionnaire qui est mis en ligne dès aujourd'hui par Arte et France Culture pour préparer cette deuxième édition du Festival international des idées, il y a beaucoup de questions qui montrent que la guerre a rajouté de l'incertitude sur l'incertitude, et qui questionne le ressenti des Européens aujourd'hui à ce sujet-là. Depuis la guerre en Ukraine, est-ce que je crois davantage à l'importance de l'arme? Est-ce que prendre les armes un jour pour défendre mon pays, ça me paraît plus possible qu'auparavant? Si demain mon pays est occupé, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je m'enfuis? Est-ce que je m'adapte? Est-ce que je résiste? Qu'est-ce que vous répondriez à cette dernière question? Alors c'est intéressant parce que les trois questions que vous avez sorties du questionnaire, elles sont
très intéressante sous un angle allemand, en fait, parce que la société allemande est en train de vivre par cette guerre en Ukraine un tournant très important. C'est-à-dire le fait de ne pas avoir une armée réelle qui intervenait par les armes et pour des raisons historiques était extrêmement important pour eux, comme le shift en abandonnant le nucléaire, donc les sujets énergétiques. Ça pose à la société allemande et donc aux jeunes Allemands aujourd'hui, la guerre en Ukraine, vraiment la question du modèle de société. Et ils s'y attaquent avec d'ailleurs le pragmatisme dont ils sont tout à fait capables. En tout cas, ce que nous, on voit aujourd'hui, c'est que je suis tout à fait d'accord, la guerre en Ukraine, elle révèle aussi le sentiment européen et ça nous dépasse largement la France et l'Allemagne et les jeunes, ça nous concerne tous, mais les jeunes, nous tous, mais particulièrement les jeunes, c'est une succession de crises que nous avons, qu'ils affrontent depuis 2 ans, et crises vraiment avec un S. C'est-à-dire, ils ont été sensibles plus tôt que nous au sujet sur l'écologie et le développement durable, la transition énergétique. Ils ont eu la pandémie. La pandémie pour les jeunes, ça a été vraiment une catastrophe dans leur vie personnelle, dans leur développement, dans le cadre scolaire ou universitaire, dans leur insertion professionnelle, dans leurs cercles sociaux. Je rappelle qu'en Allemagne, les écoles ont été fermées très très longtemps, par exemple. En France, en Allemagne, elles étaient fermées encore en 2021. En France, on est le pays d'Europe qui a le moins fermé les écoles. En revanche, on a vu beaucoup d'étudiants dans des situations ici extrêmement précaires et on constate aujourd'hui le malaise de la jeunesse suite à ces crises. Donc c'est aussi pour ça que pour nous, ce questionnaire que vous évoquez est très important, parce que pouvoir cerner les malaises, les questions qui se posent pour pouvoir les affronter, c'est la seule manière de procéder. Ce qui est fascinant, c'est que les lignes bougent en permanence, et c'est aussi ce que traduit votre série documentaire Europe, un continent bouleversé. Les crises n'ont cessé de se multiplier les dernières années. Effectivement, la crise pandémique, sanitaire, semblait être la dernière en date. S'ajoute à cela depuis le début de l'année, depuis ce fameux 24 février, le début de la guerre en Ukraine, qui rajoute aux portes de l'Europe cette tension, ce conflit qu'on pensait ne plus jamais connaître. Et c'est difficile de raconter l'Europe dans un moment aussi mouvant. Comment vous avez appréhendé cette incertitude pour réaliser cette série en 6 épisodes, Pierre-Olivier François? Alors, les 6 réalisateurs qui ont travaillé ensemble, qui venaient donc de tous les coins d'Europe, dès le début, on a essayé de développer les thématiques pour essayer de savoir quelles étaient les lignes sous-jacentes profondes, au-delà de l'actualité, qui étaient là. Et le Covid est venu impacter ça très fort. Enfin, il y a un des films, par exemple, on avait imaginé un film sur le tourisme qui est tombé à l'eau parce qu'il n'était plus d'actualité. Mais ça a fait que ça a renforcé les autres pour voir qu'est-ce que ça voulait dire pour l'énergie, pour les transports, après le Covid, où tout s'était arrêté, comment on allait repartir, est-ce qu'on allait repartir de la même manière, l'immigration, l'agriculture, etc. Et puis est arrivée effectivement la guerre avec cet élément de sécurité qu'on avait, qui était moins présent dans notre imaginaire d'Européens à l'abri, qui était déjà très présent pour les Ukrainiens, peut-être aussi pour les Polonais et les pays baltes, mais nous, on était relativement à l'abri, et tout d'un coup, ça a pris ça. Donc je crois que dans tous les films, cela, le titre a changé. C'était l'Europe qui était être en changement. C'est devenu l'Europe qui est bouleversée. Et je crois que ça correspond bien à ce qu'on est en train de vivre. Donc, j'invite à regarder les différents films sur le sujet. Voilà, et effectivement, on sent l'arrivée et l'incertitude supplémentaire qu'ajoute la guerre dans ces différentes thématiques. L'agriculture, avec l'idée de la révolution verte, l'énergie, la biodiversité, l'économie digitale, les mobilités, les réfugiés et l'intégration des nouveaux arrivants. Toutes ces questions, ces enjeux majeurs pour l'Europe, ces défis sont traversés aussi maintenant par ces incertitudes. Alors, un mot du documentaire
documentaire, du film que vous avez réalisé dans cette série de 6, Pierre-Olivier François, consacré à la question des énergies, hein, qui est essentielle aujourd'hui, et là encore rattrapée par l'actualité ukrainienne. Il y a eu ce Green Deal avec cet objectif 2050 de neutralité carbone fixé par l'Europe. Vous êtes allé voir, vous, sur le terrain, les moyens mis en œuvre pour atteindre cet objectif dans un premier volet, donc intitulé le compte à rebours. Compte à rebours accéléré par la guerre en Ukraine, et on le voit encore avec la décision de l'Union européenne hier d'un embargo quasi total sur le pétrole russe. Jusqu'ici, c'était 30% du pétrole européen qui provenait de Russie. L'engagement là a été pris de réduire d'environ 90% les importations avant décembre. Il faut travailler pour les Européens aussi, hein, à divers horizons maintenant. Hein. C'est vraiment une Europe en train de se faire. Hein. Complètement, et surtout c'est une Europe qui est en train de se faire à plein de dimensions. Et là aussi, je trouve que la diversité de l'Europe est passionnante. C'est-à-dire qu'entre les Polonais qui, pendant longtemps, sont appuyés sur leur charbon, à qui il a dit il faut absolument arrêter parce que le charbon, c'est ce qu'il y a de pire en CO2. Et finalement, le charbon, bien sûr, c'est terrible, mais quand il faut arrêter aussi le pétrole et le gaz, ça commence à faire beaucoup d'un seul coup. Les Grecs qui se posent des questions, et les Italiens sur le gaz qu'ils veulent utiliser. La France qui explique que le nucléaire est le paragon, mais ce qui est difficile à entendre en Allemagne et dans d'autres pays qui ont déjà arrêté le nucléaire, pas toujours pour différentes raisons, mais elles ne sont pas toutes mauvaises. Tout ça, ça montre que on est en train d'avancer à des rythmes différents initialement et qu'on est en train de se rejoindre. Parce qu'il n'y a pas une seule solution, il n'y a pas une solution miracle. Mais qu'il faut avancer ensemble. Hein. Et cette affaire de cet embargo qui a été décidé hier soir par l'Union européenne le rappelle encore, avec ce risque de veto hongrois. C'est important de donner la parole à tous, de montrer que l'Europe est quand même toujours aussi une affaire de compromis. Hein. Complètement. Et d'écouter et de regarder ce que font les autres, qu'est-ce qu'on peut appliquer, qu'est-ce qu'on peut reprendre, en sachant qu'il y a une thématique, en tout cas pour l'énergie, qu'on peut tous reprendre, c'est que la sobriété, qui était un gros mot qu'on avait un peu oublié, reste applicable partout, je crois. Anne Tallino, sur cette question des énergies et du nucléaire, la jeunesse que vous côtoyez, ils en parlent, ça fait partie quand même plus globalement dans le chapeau de l'écologie et de l'environnement, des préoccupations qui sont quand même aussi assez urgentes aujourd'hui. Oui, il est clair qu'aujourd'hui, l'engagement des jeunes, le premier sujet d'engagement, c'est l'écologie et l'environnement. Ça fait partie d'ailleurs des projets que nous avons complètement mis en exergue, parce que ce que nous cherchons aussi à susciter, c'est l'engagement des jeunes. Et aujourd'hui, on voit que s'il y a une forme de désaffection que nous combattons pour je dirais les systèmes classiques de représentation démocratique. Je rappelle qu'il y a 60% des jeunes entre 18 et 25 ans qui n'ont pas voté à la dernière élection présidentielle française. Et ça, c'est un sujet de construction de nos démocraties et un sujet donc de construction européenne. Donc, nous essayons à l'OFAGE de promouvoir tout ce qui peut promouvoir l'engagement des jeunes pour justement les amener à se retrouver dans cet ADN qu'est l'ADN européen. Et à ce sujet, les 2 dernières années que nous avons vécues, il y a des jeunes moins favorisés pour qui le voyage scolaire, c'est pendant très longtemps dans leur vie une unique possibilité de franchir la frontière et d'aller dans un autre pays d'Europe. Par exemple en Allemagne en l'occurrence, ou de jeunes Allemands en France. Et là, on court le risque d'avoir une génération Corona qui n'a jamais franchi la frontière. Et ça aussi, c'est très important pour construire l'Europe. Oui, c'est le vécu. Le vécu et la question des fractures et des inégalités. Il y a une des questions du questionnaire Et maintenant, mise en ligne aujourd'hui pour Mémoire, qui est « Vu ma famille, je vais surtout hériter 1 de galères, 2 d'un joli pactole, 3 d'un bagage culturel, 4 de belles valeurs, 5 de pas grand-chose, coucher la case ». Mais cette question des inégalités au sein de la jeunesse aussi, parce qu'on a toujours cette belle image de la jeunesse Erasmus qui voyage facilement, qui traverse les frontières, qui se comprend dans toutes les langues. Mais les déséquilibres sont beaucoup plus importants que ça.
Oui, bien sûr, elle est très intéressante cette question parce que en fait, elle se projette sur ses plans d'avenir, selon ce avec quoi on part, on est équipé dans la vie pour se projeter dans l'avenir. Pour nous, il a toujours été très important justement de pouvoir parler à tous les jeunes, de faire comprendre à tous les jeunes que les projets d'échange, les projets de stage, les projets étaient accessibles à tous et pas seulement dans l'autre pays à ceux, par exemple, qui en France avaient fait allemand première langue. Parce que justement, la plus-value dans un CV d'un stage d'insertion professionnelle d'un jeune en formation professionnelle français en Allemagne, et bien sur un CV pour trouver un job après, elle est absolument décisive. Et donc, c'est un sujet qui nous préoccupe beaucoup, cette capacité à s'adresser à tous. Et on a de multiples programmes qui le permettent. En ce moment, par exemple, nous sommes dans une campagne pour avoir des candidatures de jeunes volontaires franco-allemands, donc de jeunes volontaires français qui iront en Allemagne, de jeunes Allemands qui iront en France. Et nous recrutons donc ces jeunes volontaires à qui nous offrons la possibilité pendant 1 an ou 12 mois, avec une bourse, de pouvoir avoir une expérience dans un établissement scolaire, dans une association, au sein d'une organisation, dans l'autre pays. Ça, c'est une réelle plus-value dans un parcours de vie aussi pour des raisons personnelles. Et ça, il faut que ça s'adresse à tous les jeunes. C'est aussi comme ça qu'on arrivera à faire l'Europe. Anne Tallino de l'OFAGE. À vos côtés, Pierre-Olivier François, qui est l'un des 6 réalisateurs de la série documentaire Europe, un continent bouleversé, à voir dès ce soir sur Arte, ou quand vous le souhaitez sur arte.tv. 4 grands axes traversent ces 6 documentaires. La question des réseaux, transport, technologie, migration, la question aussi de la réappropriation du sentiment européen et de l'action européenne par ses habitants, les incertitudes, les guerres, tout ce qui fait bouger les lignes aujourd'hui. Et puis la question des fractures qu'on évoquait à l'instant avec Anne Tallino, la crainte d'une Europe à plusieurs vitesses avec des laissés pour compte. On va écouter le témoignage extrait de votre film documentaire, Pierre-Olivier François, de Jerzy, qui est mineur en Silésie et qui a fait venir et rencontrer l'égérie Greta Thunberg et qui est devenu pour le coup un traître pour les siens. On s'est rencontrés ici, dans cette pièce. Greta était assise sur cette chaise. J'ai senti qu'elle s'intéressait vraiment à nous. En 2020, Jerzy a rencontré l'activiste Greta Thunberg. Ses collègues n'ont pas tous apprécié, loin de là. Certains ont vécu cette rencontre comme une traîtrise à leur égard. Juste parce que nous avons parlé aux écologistes, qu'on a rencontré Greta, c'est pour ça qu'on est les méchants. Tout d'abord, on ne parle pas de climat avec les mineurs. Pas en Silésie. L'écologie, c'est l'ennemi du mineur. On ne leur parle pas, c'est tout. Quand on parle de climat, les mineurs savent que cela veut dire fermer les mines. C'est aussi simple que ça. Qu'est-ce qu'elle voulait savoir, Greta? Elle voulait savoir ce qu'il adviendra de nos traditions. Darek était là, nous en avons parlé, non? Elle s'inquiétait de savoir ce que notre région et ses habitants allaient devenir. Certains mineurs ne sont pas prêts pour le changement. Mais si ces changements ont lieu, il faudra respecter le travail des mineurs. Oui, Pierre-Olivier François, la transition énergétique, c'est l'avenir. Mais comment faire quand elle se heurte ou quand des enjeux comme celui-ci se heurtent aux mémoires, se heurtent aux identités des populations, des régions et se heurtent aussi à des réalités économiques? Je crois que merci d'avoir sorti cette scène parce qu'elle était vraiment très forte. On avait donc rencontré ce mineur qui était à la fois très fier de sa tradition de mineur, de la Silésie, que le charbon avait permis de reconstruire la Pologne après la guerre, qui était quand même très détruite, mais qui sentait que l'époque du charbon était en train de se terminer. Et d'ailleurs, il y a nombre de programmes européens dans tous les sens pour que ça se termine le plus rapidement possible. Mais en même temps, il est syndicaliste et avec ses collègues, il sait que si ça se termine aussi pour eux, pour son fils qui est encore mineur. Donc je crois que donc on sentait bien les contradictions.
l'émotion qu'on peut avoir aussi. Je veux dire, moi, ce type était éminemment sympathique, très réfléchi, parfaitement conscient des contradictions qu'il y a entre la transition énergétique, la transition écologique qui est nécessaire et la vie de ses collègues, de sa ville, de sa région. Donc c'est un peu ce qu'on a cherché à faire dans les différents films, c'est de trouver des petites scènes qui permettent de montrer à quel point on est dans des mondes complexes et qui nous permettent de comprendre émotionnellement aussi ce qui se passe pour les différentes personnes qui sont concernées. Et il y a des régions comme en Pologne, hein, notamment du côté de Katowice, qui étaient déjà et depuis plus d'une décennie des régions frappées par la désindustrialisation, avec aussi des conflits, des combats syndicaux qui n'avaient presque plus lieu d'être, une jeunesse qui s'en allait vivre ailleurs et qui aujourd'hui sont les régions les premières à accueillir les réfugiés partis d'Ukraine et qui viennent se réfugier en Pologne. Cette question des migrations, elle est intéressante aussi parce qu'elle pose la question de savoir avec qui va-t-on construire l'Europe de demain. Est-ce qu'on est prêt à accueillir ces nouveaux arrivants pour construire l'Europe de demain? Alors c'est vraiment passionnant parce que effectivement, dans le film sur l'immigration, on avait tourné en Pologne avec des immigrants économiques ukrainiens, puisque c'était la première communauté de travailleurs immigrés en Europe, mais très peu connue, c'était les Ukrainiens en Pologne. Et on a retourné au début de la guerre, où les travailleurs immigrés étaient devenus maintenant des réfugiés. Ce n'étaient pas les mêmes. Avant, c'était surtout des hommes. Les hommes sont rentrés en Ukraine pour se battre, et maintenant, c'est les femmes et les enfants. Mais c'était très très impressionnant, et ça, je crois que c'est très fort dans ce film sur l'immigration, à quel point la Pologne a accueilli, et la société beaucoup plus que l'État, c'est vraiment tout le monde qui ouvre sa maison de vacances, qui crée des choses pour accueillir ses voisins ukrainiens. Et on voit bien que là-dessus aussi, nos idées reçues sur la Pologne, sur qui accueille comment, sont en train de bouger. Donc le film d'ailleurs sur l'immigration est déjà sur YouTube en Allemagne et est en train de créer une grande polémique parce qu'il rappelle aussi que l'Europe est un continent qui vieillit et que donc il va falloir en accueillir plus. Et que c'est pas forcément ce que tous les débats politiques actuels ont l'air de sous-entendre. En Allemagne, on est plus avancé là-dessus que dans d'autres pays. Donc on voit bien que voilà, ça tire, ça pousse, qu'il y a des choses qui bougent, mais que c'est ça l'Europe. Et ça naît aussi de ces controverses-là, Anne Tallino. Hein. C'est intéressant, effectivement, sur cette question des migrations, des migrants. Aujourd'hui, les fractures qu'il peut y avoir, les fractures culturelles, dans cette idée d'accueillir, d'accepter. On l'a vu entre la France et l'Allemagne, hein, au moment de la grande vague migratoire, et la porte ouverte de l'Allemagne, avant qu'elle ne se referme d'ailleurs peu après, sur cette question-là. Oui, alors bien sûr, elle s'est refermée, mais entre-temps, ils avaient accueilli 1 300 000 personnes qui venaient de Syrie ou de la région et qui sont d'ailleurs arrivées à intégrer d'une certaine manière dans la société, ce qui leur donne aussi une vraie longueur d'avance, je dirais, sur la question ukrainienne et la gestion et ces questions-là. Mais évidemment, ce sont des sujets qui préoccupent énormément les jeunes. Mais qui nous disent aussi, qui nous font remonter, et d'ailleurs ça m'est encore arrivé ce matin dans une discussion, en disant vous vous préoccupez beaucoup des jeunes Ukrainiens, puisque nous cherchons à monter effectivement des programmes et des projets qui viennent en aide aux jeunes réfugiés ukrainiens sur nos territoires ou plus largement en Roumanie, en Moldavie, ou en Pologne. Mais intéressez-vous aussi, s'il vous plaît, à tous les réfugiés et à tous les migrants. Et ça, c'est les jeunes qui nous le disent. Et ce matin, j'ai été interpellée très directement sur l'opportunité de monter des programmes en lien avec l'Afrique et ce qui pose aussi, au-delà de la question migratoire, la question de l'identité. Donc, on voit que les jeunes, aussi préoccupés soient-ils par ce conflit sur notre sol, ils relient cette question aussi de manière plus large au débat, au sujet migratoire et d'identité aujourd'hui dans nos sociétés. Voilà, c'est le Slovène Slavoj Zizek qui a tout de suite alerté sur cette idée-là, qu'il fallait faire attention aux perceptions sur cet accueil immédiat, généreux des réfugiés ukrainiens qui crée un déséquilibre aussi avec les
les autres demandes, notamment venant d'Afrique. On va écouter un extrait de l'épisode 2 de cette série documentaire Un continent bouleversé, Europe, un continent bouleversé, réalisé par la grecque Nina Maria Pachalidou, à propos, qui pose cette question-là. C'est le témoignage d'une architecte roumaine installée en Belgique qui pose la question de savoir avec qui se construit l'Europe de demain. En 1999, le programme Erasmus est enfin arrivé en Roumanie. Et j'ai postulé. J'ai réussi à obtenir une bourse d'études. Oana Bogdan, architecte roumaine vivant en Belgique, fait partie de ceux qui ont bénéficié de cette idée d'une Europe unifiée. Nous sommes sur le toit d'un musée que nous avons conçu. Moitié musée, moitié incubateur d'entreprises pour les PME. C'est une combinaison unique. Mais ce n'est pas inhabituel à Bruxelles, parce qu'ici les terrains vacants sont très rares, alors on combine les choses. Ce musée témoigne de l'histoire du canal. On est juste au-dessus du canal qui traverse Bruxelles. C'est un musée consacré à l'immigration, aux histoires de tous ceux qui sont venus ici pour chercher du travail, des gens venus de toute l'Europe. Si les migrations n'existaient pas, Bruxelles disparaîtrait. Voilà, bientôt l'Europe aura, et là déjà, son musée ou ses musées qui raconteront l'histoire de cette communauté qui s'est construite. Oui, enfin, Bruxelles, après, c'est toujours un cas à part de ce point de vue-là, mais je crois que ce cas a été intéressant de cette architecte, parce que quand elle quitte la Roumanie, elle fait encore partie de ce qu'on appelle l'autre Europe, c'est-à-dire que qui viennent d'accéder, qui ne sont pas encore considérés comme, enfin, qui arrivent doucement. Je vous rappelle comment ça s'est passé pour la Bulgarie et la Roumanie. Et aujourd'hui, elle dirige un bureau d'architectes qui travaille essentiellement avec des jeunes Européens, uniquement, qui viennent de partout à Bruxelles. Donc, je trouve que c'est intéressant, sa perception, comment elle voit ce continent bouger, évoluer, s'ouvrir. Vous parliez tout à l'heure du fait que pour beaucoup de jeunes, de pouvoir passer les frontières et de faire autre chose, ça permet aussi de se développer. C'est-à-dire que nous, on le sait, on a la chance d'avoir pu vivre ça, mais c'est effectivement de pouvoir se comparer à d'autres Européens, de voir ce qu'on a en commun, ce qu'on a en différent, et en quoi ça peut être une richesse. C'est toujours ça qui fait grandir. Oui, avec cette nécessité, Antalino, peut-être d'ouvrir l'axe franco-allemand Paris-Berlin. Aujourd'hui, comment vous travaillez, vous, à l'Office franco-allemand pour la jeunesse, avec le reste de l'Europe, cette jeunesse du reste de l'Europe? Oui, bien sûr, c'est très important d'ouvrir cet axe. Et puis, je dirais la raison même de notre création, c'est-à-dire la promotion de la paix. Il y a des régions, même toujours en Europe, où elle prend toujours une signification importante. Je pense évidemment là à la région des Balkans, qui est un territoire avec lequel nous travaillons beaucoup, et ce depuis 20 ans. Et on a même aidé à la naissance d'une petite sœur ou d'un petit cousin balkanique pour encourager les échanges de jeunes dans les Balkans. Et nous travaillons aussi avec d'autres pays européens. Et d'ailleurs, c'est toujours très, très intéressant parce que ça enrichit énormément les expériences. Par exemple, je pense à un programme en Italie de jeunes artistes résidents français et allemands. Le plus on peut avoir de contacts avec des nationalités différentes, le plus l'expérience est riche. Et aussi, on dépasse un peu les frontières de l'Europe, puisque nous soutenons aussi des échanges et des projets avec le Maghreb, ce qui nous renvoie parfois à des questions où le fait d'être en franco-allemand nous permet de désaxer un peu le regard, et ça, c'est très important. Et maintenant, Europe, un continent bouleversé, c'est le titre de cette série documentaire que vous co-signez et qui a été conçue, coordonnée par Andreas Pichler, Pierre-Olivier François, à voir sur Arte. Merci beaucoup à vous. Merci Antalino. On vous retrouvera de toute façon tout au long de cette année, puisque vous êtes avec l'OFAGE, partenaire du Festival des idées, du Festival international des idées, lancé par France Culture et Arte, dont la 2e édition se tiendra à l'automne et dont je vous rappelle que le grand questionnaire est en ligne. Merci à toute l'équipe de la Grande Table, à Oriane Delacroix avec Violaine Malstaff pour la Grande Table Culture, à Lucas Bretonnier avec Laura Dutèche-Pérez pour la Grande Table des idées, à la réalisation Thomas Beau avec Jacques Azubert.